président, en 2005, il a violé la Constitution, il a violé nos lois. Là, vous ne parlez pas. Mais là, on ne vous entend pas. C'est-à-dire que c'est normal, ce que lui il a posé comme action. Vous trouvez ça juste? Vous trouvez que c'est normal? Nous sommes dans un état de droit. La Côte d'Ivoire est un pays de démocratie. La Côte d'Ivoire est un pays où la démocratie circule. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Où nous avons les institutions qui se font valoir. Mais Gbagbo Laurent, en 2005, il n'y a pas eu des élections. Mais on ne vous a pas entendu parler. Et vous dites non, c'est parce qu'il y avait la guerre, il pouvait continuer son mandat. Bon, ok, on a compris, il pouvait continuer son mandat. Mais pourquoi a-t-il fait une investiture? Est-ce qu'il avait le droit de faire une investiture? Parce que l'investiture, c'est quand tu es élu. Alors là, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est premier bémol. Deuxième bémol, il a créé une loi, alors que nous avons une Assemblée nationale. Nous avons des députés qui sont censés voter des lois. Il a créé une loi, l'article 35. Lui-même, il le dit. J'ai créé l'article 35, c'est pour Ouattara. Les gens me demandent, il dit, c'est pour Ouattara. J'ai créé l'article 35, c'est pour Ouattara. Ça veut dire que lui, le chef d'État de l'époque, a violé la constitution ivoirienne, a violé la loi ivoirienne, a violé le droit du peuple, a piétiné le droit, a piétiné nos règles, a piétiné la loi, a tout piétiné. Il s'est levé, il a pris l'initiative, il a créé une loi, il a créé un article qui s'appelle article 35. Et fièrement, il le dit. Avait-il le droit de créer l'article 35, Laurent Gbagbo? Donc, si je comprends bien, Gbagbo Laurent, quand il était au pouvoir, il était en train de dire que lui, quand il était au pouvoir, tout ce qui s'est passé autour, ce qui prouve que la loi était muselée quand Gbagbo Laurent était au pouvoir. Ce qui prouve que les députés n'avaient pas le droit de faire valoir leurs droits. La liberté d'expression n'existait pas. La liberté totale n'existait pas. Il ne consultait pas ni nos institutions. Il prenait des résolutions de par lui-même. Alors dites-nous, la démocratie que vous criez tous les jours, où est cette démocratie-là dans tout ce que je viens de citer? Est-ce que vous avez fait appliquer la démocratie quand vous étiez au pouvoir? Est-ce que vous avez fait appliquer la loi quand vous étiez au pouvoir? Est-ce que vous avez fait appliquer nos règles quand vous étiez au pouvoir? Dites-nous, est-ce que vous avez fait appliquer la loi quand vous étiez au pouvoir? À ma gouverne, non. Avec tous ces détails que je viens de donner. Donc on avait nos institutions qui étaient une figurine dans le pays, mais qui n'étaient pas libres de leur mouvement de travailler. C'est ce que ça signifie. Si le président de la République se permet de créer un article 35 est fièrement capable de le dire, j'ai créé l'article 35, c'est pour Ouattara. Ça voudra dire que nos institutions ne fonctionnaient pas. C'était une figurine. Ils étaient là juste pour représenter ce qu'ils étaient. Mais dans la réalité, ils ne tournaient pas, ils ne travaillaient pas. Ils étaient muselés, ils n'étaient pas libres de leur mouvement. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire qu'on a eu un président barbare au pouvoir. Un président qui ne respectait rien, qui était hors la loi. C'est ce que nous avons eu au pouvoir. Donc quand vous nous parlez des règles et des lois, quand vous nous parlez de la démocratie, quand vous nous citez les choses, nous on va vous faire le rappel de l'histoire. Et le rappel de l'histoire dit, en 2005, Gbagbo Laurent s'est autoproclamé président. Il a fait une investiture, alors qu'il n'avait pas droit. L'histoire nous rappelle que Gbagbo Laurent, en tant que président de la République, a créé un article 35, alors qu'il n'avait pas droit. Alors que nous avions le Parlement qui était là pour voter des lois. Et lui, il a pris l'initiative de créer alors qu'il n'avait pas droit. Ça, c'est le non-respect des choses. Et on va revenir encore avec plusieurs détails. Et oui, on va revenir encore avec plusieurs détails. Mais on va encore continuer à écouter ce que Gbagbo Laurent est en train de dire. Je vous dis que rappel de mémoire, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. Alors, les gens disent Alassane. Non, non, non. Laissez Alassane. Et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son troisième mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un quatrième mandat, ce qui est une horreur.
Pour vous, il ne doit pas être candidat, absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Alors, vous voyez, c'est quand même pitoyable et c'est honteux. Pour moi, je le dis, il n'y a pas de parti politique en Côte d'Ivoire. On n'a que des haineux et on n'a que des personnes qui n'ont pas envie que la Côte d'Ivoire progresse. On n'a que des personnes qui veulent brûler, casser. On n'a que des personnes qui veulent mettre en retard la jeunesse ivoirienne. On n'a que des personnes qui veulent salir l'image d'un beau pays tel que la Côte d'Ivoire. Mais, soyez-en sûrs, nous avons des Ivoiriens conscients. La prise de conscience, elle est faite. Oui, nous avons une très belle prise de conscience. Et c'est grâce à cette crise de conscience-là que nous sommes sur les réseaux sociaux et que nous sommes devenus des cybercommunicants pour notre parti politique et pour notre pays. Et donc, c'est au nom de tout ça là que nous allons vous exposer et que nous allons parler à nos jeunes frères et sœurs, surtout ceux qui sont nés dans les années 2000, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, que vous utilisez pour combattre les propres pays, que vous utilisez pour salir l'image de tout un peuple. On va leur parler. Mais on va leur parler avec la vérité, avec la manière. Avec la vérité et avec la manière. Finalement, Gbagbo Laurent, ce qu'il reproche au président Ouattara, c'est ce que lui-même il a fait. Parce qu'il dit, il a créé la Constitution. Alors qu'il y a eu un vote en 2016. Les députés sont encore là, ils sont en vie. Et le peuple qui a voté est encore là, ils sont en vie. Alors, Gbagbo Laurent, c'est qu'il est lui-même là, le complexe d'infériorité. Les défauts qu'il a, il octroie ça au président Ouattara. Parce qu'il dit que le président Ouattara a créé une constitution. Alors, quand on va un peu en arrière, l'article 35 a été créé par Gbagbo Laurent. Puisque lui-même lui dit, il dit, j'ai créé l'article 35. Donc, Gbagbo Laurent, comme il a créé l'article 35, dans sa tête, le président Ouattara obligatoirement fait comme lui. C'est l'histoire du voleur qui a l'habitude de voler. Et comme lui, il ne peut pas s'asseoir quelque part sans piquer ni voler les biens des gens. Quand tu vois une personne assise à côté et qu'il a oublié soit son porte-monnaie et peut-être même que la personne n'a pas vu, dans sa tête, automatiquement, la personne va piquer son porte-monnaie. Donc, tout de suite, il crie au loup. L'histoire de Gbagbo Laurent, c'est bel et bien celle-ci. Gbagbo Laurent a créé l'article 35. Il le dit et il le répète. Alors donc, dans sa tête, le président Ouattara a créé une constitution. Mais il n'y a pas une constitution qui a été créée. Nous sommes dans un état de droit. Sous le président Ouattara, la loi existe. Choupapi, il vient de sortir de la prison. C'est un communicant du RHDP. Mais face à des actes qu'il a eu à poser, il a eu une plainte à son égard et il a été emprisonné. On ne l'a pas favorisé parce qu'il est cybercommunicant du RHDP. Non. Ça veut dire que la loi, elle existe sous le président Ouattara. Ça veut dire que la loi travaille librement. Ça veut dire que nos institutions travaillent librement. Ils ne sont pas muselés. On ne les influence pas. On ne les intimide pas comme vous l'avez fait quand vous étiez au pouvoir. Alors, finalement, c'est que Gbagbo lui-même est. C'est ce qu'il reproche aux autres. On continue d'écouter. Hein. Donc vous vous opposeriez s'il venait à être candidat pour un 4e mandat? Mais je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Alors, Monsieur le Président, Ah oui, elle est belle celle-là. Je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Mais Gbagbo a toujours piétiné la loi. Venant d'une personne lui-même qui piétine la loi. En 1990, tu es allé aux élections avec Houphouët-Boigny. Tu as perdu dans ces élections-là. Tu as créé une meute. Tu as fait sortir les gens de la FESI dans les rues. Un coup bien orchestré et bien préparé, soigneusement. On a vu les gens de la FESI dans les rues, des boudins et des machettes. Alors, qui se lève pour aller marcher? Qui a sous son lit goudin et machette? C'est pas monnaie courante. Qui a sous son lit goudin et machette? S'ils sont sortis avec les goudins et les machettes, c'est que c'était prémédité. Ça veut dire qu'ils avaient déjà acheté cela et que tu leur avais ordonné, tu leur avais dicté de le faire. Ils sont sortis avec goudin et machette. Et tu as crié là-bas au loup que Houphouët-Boigny avait truqué les élections. En 1990. Tu dis qu'Houphouët-Boigny a truqué les élections en 1990. Tu étais incognito au bataillon. Qui allait te voter. Mais tu dis Houphouët-Boigny a triché les élections. Et tu as fait sortir les gens de la FESI, casser, brûler et faire tous les trucs. Tu as été emprisonné par une loi qui a été créée qui s'appelle Anticas. Et cette loi-là, elle a été validée au Parlement. Et validée par
le président de l'Assemblée nationale de l'époque qui s'appelait Feu Henri Konan Bédié. Ce n'est pas une loi que le président Ouattara a créée, la loi anti-casse. Ça a été voté au Parlement suite aux actions qui avaient été menées par les gens de la FESI et les gens de ton parti politique. Ce sont les députés qui ont voté la loi à l'époque au Parlement. Et ça a été validé par le président de l'Assemblée nationale qui est Feu Henri Konan Bédié. Mais on a entendu Gbagbo dans des discours dire que c'est le président Ouattara qui a créé la loi anti-casse et qui l'a mis en prison. Donc c'est dans la nature de Gbagbo. Quand il n'aime pas une personne, il faut salir la personne, il faut vraiment entacher l'image de la personne. Il faut lui coller une étiquette. Il faut détruire la réputation de la personne. On va continuer d'écouter. Et lui-même, qui en 2005 n'a pas respecté la loi, qui s'est autoclamé président, il dit que lui respecte la loi. Que lui n'aime pas qu'on viole la loi. Mais pourtant, lui-même a violé la loi à plusieurs reprises. En 2005, il s'est autoproclamé président, sans l'accord du peuple qu'il avait voté dans les urnes, puisqu'il n'a pas organisé les élections. Il a fait une investiture, alors que pour faire une investiture, il faut être élu. Il dit qu'il n'aime pas les gens qui violent la loi, mais lui-même, il viole la loi constamment. Il crée une loi, un article qui s'appelle article 35. Et il trouve que lui, il est contre ceux qui violent la loi. Mais en réalité, qui viole la loi exactement? Mais c'est toi. On continue d'écouter. C'est que vous entreprenez une démarche pour que les partis de gauche, les partis de l'opposition puissent se retrouver, puissent avoir un seul candidat. Mais on a le sentiment que ça cuine un peu, que vous avez beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas à faire que les partis de gauche se mettent ensemble? D'abord, il faut faire une différence entre les partis de gauche et les partis d'opposition. Ici, tous les partis d'opposition ne sont pas de gauche. Comme votre ancien parti, dont vous êtes le fondateur. Oui, le pays, oui. Bon, ce n'est pas de la gauche qu'il s'agit. L'appel que j'ai lancé à Benoît, qu'on a appelé l'appel de Benoît, c'était pour que les partis d'opposition qui le souhaitaient se rassemblent et discutent pour qu'on mette au point une stratégie ou plusieurs stratégies pour que les règles soient claires, soient respectées. Pour que la CEI, la Commission électorale indépendante, sorte des mains d'un parti, du parti au pouvoir. Alors, là, c'est quand même marrant. Je me demande encore quelle erreur que nous avons eue d'avoir un jour le nom de Gbagbo Laurent qui sera cité quand on va citer les ex-présidents de la République de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Et c'est vraiment une erreur énorme. Et ça, j'en vais un petit peu à Guy Robert, qui s'est laissé manipuler. Pourquoi on en arrive là? Il nous parle de la CEU. Mais je vous rappelle ici que c'est Gbagbo Laurent lui-même qui a eu l'idée et qui a pris l'initiation que tous les partis politiques aient leurs représentants qui vont siéger à la CEU. C'est Gbagbo Laurent lui-même qui a pris l'initiative, la résolution, qui a décidé que dorénavant à la CEU, chaque parti politique doit avoir son représentant là-bas pour suivre tout ce qui va se passer à la CEU. C'est lui qui a pris la décision. Et ça a été respecté. Et ce n'était pas une mauvaise idée. Tous les partis politiques siègent. Le PPACI siège à la CEU. Le FPI siège à la CEU. Le PDCI siège à la CEU. Le RHDP siège à la CEU. Tous les partis politiques reconnus ont un représentant qui siège à la CEU. Donc quand il dit il faudrait que la CEU sorte de la main d'un parti politique, c'est une insulte aux intellects des Ivoiriens, c'est une insulte à la Côte d'Ivoire, c'est une insulte à nos institutions. Alors qu'ils figurent tous dans cette CEU-là. Le même Gbagbo Laurent nous avait dit, en 2009, avant les élections, un an avant les élections de 2010, il nous a dit que qui je suis pour faire sortir mes militants dans les rues,
quand la CEI siège et que la CEI dit j'ai donné la liste des élections des candidats provisoires, qui je suis pour contester. Il était en train de dire là que la CEI est l'organe particulier indépendant, est libre de travailler sans être dérangé. Là, ça l'arrangeait. Ça l'arrangeait parce qu'il était sur la liste électorale et qu'il était candidat. Donc ça ne le dérangeait pas. Et il l'a dit. Qui je suis? Quand la CEI donne les résultats provisoires et demander faire sortir mes militants dans les rues pour aller marcher pour contester. Donc, en autres mots, laissons la CEI travailler. C'est l'organe indépendant. Elle a le droit de faire son boulot. On ne doit pas la museler. Alors, mais pourquoi cette même CEI qui n'avait pas été changée, cette même CEI où le même président était là quand tu disais ça, tu viens t'asseoir encore pour dire que cette CEI-là, on doit la changer, qu'elle est dans la main d'un parti politique. Mais c'est un jeu de manipulation. C'est à cela que nous disons stop. Il faut faire de la politique. La vraie politique. La vraie politique, c'est d'envoyer ta feuille de route, ton programme. La vraie politique, c'est de dire que tu as perdu tes droits civils. Tes droits civiques, donc tu ne peux pas figurer sur une liste électorale, tu ne peux pas voter. Et la vraie politique, c'est d'accepter, malgré tout ça, vous êtes allé introduire un dossier. C'est d'accepter le résultat de la présidente de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle nous dit clairement que vous avez fait un doublon dans vos parrainages. Vous avez refusé de prendre la tablette. Vous avez refusé de suivre tous les éléments qu'on vous avait donnés. Alors que tous les candidats devaient suivre cela. Et vous avez pris d'autres éléments, mais sachant pas que c'était aussi pisté comme les autres. Vous avez fait un doublon dans votre parrainage. Et vous avez ajouté à votre dossier une pièce d'identité qui n'a pas le droit de figurer. Ça, c'est le non-respect de nos institutions. C'est le non-respect de nos lois. C'est le non-respect des Ivoiriens. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Quand vous perdez un droit que vous n'avez pas le droit, mais vous pouvez présenter une personne qui va être le candidat de votre parti politique, mais Gbagbo Laurent a refusé, sachant qu'il a perdu ses droits civiques, vu que le récépissé du PPACI ne porte pas son nom. Ça porte le nom de Hubert Oulaï. Donc Gbagbo Laurent le savait depuis 2022 qu'il avait perdu ses droits civiques, qu'il ne pouvait rien faire. Parce que le dossier pour la création du PPACI, une personne qui a perdu ses droits civiques ne peut pas de façon juridique constituer un dossier et aller déposer. Non. Donc, c'est Hubert Oulaï qui a constitué le dossier et qui allait déposer le dossier. Et donc, ça veut dire qu'il est le tuteur légal du PPACI. Parce que le récépissé du PPACI porte son nom et prénom. Donc, il est le créateur légal du PPACI. Mais alors, pourquoi est-ce que vous venez nous emmerder? À partir du moment où vous savez très bien que le créateur légal du PPACI porte le nom de Hubert Oulaï. Mais il fallait présenter Hubert Oulaï pour les élections. Il fallait présenter la candidature de M. Hubert Oulaï pour qu'il puisse avoir la chance de figurer parmi ceux qui allaient aller aux élections. Et on allait prendre le plaisir de vous gagner dans les urnes. Pourquoi vous n'avez pas posé cette action? On continue d'écouter le même Gbagbo. Et soit vraiment une commission électorale indépendante. Le dernier mot est très important. Est-ce que c'est possible aussi? Une commission électorale indépendante. Ça, on se bat pour ça. On se bat toujours pour les choses en espérant qu'elles vont arriver. Mais la commission électorale est indépendante. La commission électorale est indépendante. Alors, lui-même, il le disait tout le temps. Mais il le disait quand il était au pouvoir. Il faut comprendre les choses avec Gbagbo Laurent, comment ça fonctionne. Il y a le moment où Gbagbo parle et puis il y a le moment où Laurent parle. C'est-à-dire que Laurent a parlé en 2009. Laurent dit la CEI est un organe indépendant. Et que lui, de ce fait, il n'a pas le droit de consécuter les décisions de la CEI. Il respecte tout ce que la CEI met en place. Ça, c'était Laurent qui parlait en 2009, quand il savait qu'en 2010, il allait être sur la liste électorale pour aller aux élections. Parce qu'il croyait fortement qu'il allait gagner cette élection. Maintenant, Gbagbo nous parle aujourd'hui. Il ne reconnaît plus la CEI comme étant un organe indépendant. Bon,
si on a quelque part des personnes qui sont en contradiction permanente avec tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devions nous sentir concernés avec les actions et les actes qu'eux-mêmes posent. Si nous avons des personnes qui sont en contradiction, ce n'est pas de nos fautes si vous êtes en contradiction de ce que vous dites. Parce que vous nous dites des choses, quand on vous écoute, on a l'impression que vous vous battez avec vos cerveaux. Vous êtes en contradiction permanente avec vos dires. Entre ce que Gbagbo Laurent nous a dit ici, qu'on va écouter rapidement, avant d'aller écouter cela, rapidement on va écouter ça, hein, famille. Hein? Et oui, on va écouter. Voilà. Lui-même, il nous a dit ça. On écoute rapidement. Quand la CEI dit, il a rendu public les résultats provisoires, lui, Gbagbo Laurent, il est personne pour aller dire non à cela. Je m'engage aussi à casser cette CEI-là. On écoute bien les deux. Hein. Cette CEI-là. Et à mettre en place un organe chargé d'organiser des élections qui apaisent tout le monde. Vous organisez une élection, puis chacun sort en se proclamant président. Qu'est-ce que vous allez faire? Non. Donc, il faut On écoute bien. que les frères que vous êtes sachiez que notre idée de la commission électorale indépendante a été travestie. Il a dit quoi? La commission électorale indépendante. N'est-ce pas? Ça, c'était sa conférence qu'il avait faite quand son parti politique, qui est le PPACI, l'a nommé comme le président du PPACI. Cette conférence-là, il a fait à Sofitel en 2024. Il dit, quand la commission du parti, et la commission électorale indépendante, et la fin de même année-là, il est au micro dans l'Infoca, il ne reconnaît plus la commission électorale comme étant une commission indépendante. Il y a un véritable problème là. Mais la plus grande surprise, c'est ce qu'il va dire en 2009. On va écouter ça là, parce que c'est dans la même vidéo, et on va aller écouter ce qu'il a dit en 2009, parlant de cette commission électorale indépendante, qui est la CEI. A été gâté, a été pourri. Donc la CEI, vraiment, il faut la changer. Je ne dis pas qu'il faut changer les hommes, mais il faut même changer sa conception. Vous avez bien entendu, je ne dis pas qu'il faut changer les hommes, mais il faut même changer sa conception. Bah, écoutez, si on ne change pas les hommes, tu dis que cette CEI est pourrie, cette CEI est gâtée. Mais si on change la conception et qu'on ne change pas les hommes, c'est comme si on n'a rien fait. On est bien d'accord. Parce que la conception va arriver, les mêmes hommes là, qui sont là, ce sont eux qui vont faire piloter la CEI. Donc quand il faut changer tout alors. Quand il faut changer tout. Quand on règle le problème au-dessus, qu'on ne le règle pas à la racine, la gangrène finit par prendre le dessus. Il nous dit qu'il faut changer la conception. Je ne dis pas qu'il faut changer les hommes. Donc demandez à Gbagbo, finalement, qu'est-ce qu'il voulait ou qu'est-ce qu'il veut dire. On change la conception, mais on ne change pas les hommes. Mais ce sont les hommes là qui pilotent la CEI là. Donc si toi tu trouvais qu'elle était pourrie, qu'elle était gâtée, qu'il fallait changer sa conception, il fallait trouver peut-être une autre façon de la gérer, d'autres idées à donner. Mais les hommes là sont toujours là. Donc comme les personnes que tu as montrées comme des gens qui ont fait, qui traversent la CEI. Mais si cette CEI là, les personnes là sont là, et que la conception est changée, c'est que Gbagbo Laurent, tu ne dis rien qui vaille. C'est là qu'on va comprendre à l'homme le sens de la manipulation. Je vous ai dit que la manipulation ne peut pas être parfaite. Parce que quand tu manipules trop, à un moment donné, il y a un petit truc qui va te trahir. Et ce petit truc-là, c'est ce que nous autres, on attend pour sauter là-dessus, puis on va faire des directs. On va vous écouter à une longueur de temps. Vous vous fourvoyez. Vous passez votre temps en train de vous fourvoyer. Vous êtes rattrapés par vos propres dires. Il nous dit qu'il faut changer la conception, mais il ne faut pas changer les hommes. Ah bon, hein? On continue d'écouter, mais on va écouter de ce qu'il nous a dit en 2009, qui est important.
Attendez. Connaît en long et en large. On se connaît? Alors, je l'ai dit haut et fort, il faut changer la série. Il faut changer la série. Il faut changer la structuration et il faut changer les hommes. Ah! Dans une même phrase, Babo Laurent nous dit deux choses. La première phrase, je ne dis pas qu'il faut changer les hommes. Il faut changer la façon, l'idée même. Maintenant, après, il nous dit il faut changer la CEU, il faut changer les hommes. Ça veut dire que dans une même phrase, il nous fait du yo-yo. Voici celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Quand je pense à cette partie-là, franchement, ça m'énerve. Parce qu'il nous a donné un retard pas possible. Quand je pense que cet homme a été le président de la République de la Côte d'Ivoire, vraiment, c'était un énorme gâchis que nous avons eu de le compter parmi les ex-présidents de la République de Côte d'Ivoire. On continue de l'écouter. Hein. Parce que dedans, il y a trop de personnes qui ont fait. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. 2009. On écoute maintenant. Nous nous connaissons tous. Et il faut qu'on se respecte. Voilà. On va se respecter. Parce que moi, j'ai envie que les élections aient lieu le plus tôt possible. Je peux demander à mes partisans de descendre dans la rue pour faire des manifestations, pour exiger les élections le 29 novembre. Mais je fais les manifestations contre qui? Alors, on reprend un peu là. Je fais un effort. C'est intéressant, hein? Il faut changer la série. Il faut changer la série. Il faut changer la structuration et il faut changer les hommes. Parce que dedans, il y a trop de personnes qui ont fait. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Nous nous connaissons tous. Et il faut qu'on se respecte. Parce que moi, j'ai envie que les élections aient lieu le plus tôt possible. Je peux demander à mes partisans de descendre dans la rue pour faire des manifestations, pour exiger les élections le 29 novembre. Mais je fais les manifestations contre qui? Si je veux faire des manifestations contre la commission électorale indépendante, c'est contre-productif. Parce qu'aujourd'hui, où on est sorti de la crise, il faut au contraire que chacun aide la commission électorale indépendante pour aller le plus vite possible. Alors là, il appelait la condition électorale indépendante. Ça, c'était pendant les élections de 2010 là-bas, où il pensait qu'il allait être élu président. Il était d'accord avec la CEU. Il dit, si lui, la CEU a donné les résultats provisoires, qui lui, Babo Laurent, il est, pour demander à ce que ces militants sortent dans les rues pour marcher, que ce serait contre-productif. Ce sont les dits de Babo Laurent. Il dit la CEU, que la commission est dépendante, a le droit de travailler librement. Là, il reconnaissait qu'elle était une commission électorale indépendante. Ça, c'était quand il était au pouvoir. C'est-à-dire que quand Gbagbo était au pouvoir, toutes les institutions, il n'y avait pas de soucis. Tout était normal. La commission électorale indépendante était indépendante. Le président de la CEU était correct. Et ses membres qui travaillent là-bas n'avaient pas de soucis, tout était correct. Mais quand Gbagbo n'est plus au pouvoir, la commission indépendante n'est plus une commission indépendante. Elle siège au RHDP. Elle est pilotée par le RHDP quand lui n'est plus au pouvoir. C'est le RHDP qui décide dans la commission électorale indépendante. C'est ça Gbagbo Laurent en fait. C'est ce que je cherche à démontrer. C'est ça l'homme qui n'est pas fiable. L'homme qui patouille, l'homme qui ne dit pas vrai, l'homme qui ne dit pas la vérité, qui veut toujours manipuler encore et encore. Ce sont ses dits. On a écouté avant. Avant, c'était en 2024. Quand il a dit, il faut changer la CEU. Il faut changer sa structuration. Après, il dit, il faut la changer et il faut changer les hommes. Et quand on parle en 2010, il dit la CEU est une commission électorale. Bon, ce qui fait que je mets cette partie, c'est au micro d'Alain Foucault où il dit qu'elle n'est pas une commission indépendante. On va remettre encore. Parce que ça, il faut que ça passe bien. Il faut changer la série. Il faut changer la série. Il faut changer
la structuration, et il faut saluer les sommes. Parce que dedans, il y a trop de personnes qui ont fait. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Nous nous connaissons tous. Et il faut qu'on se respecte. Parce que moi, j'ai envie que les élections aient lieu le plus tôt possible. Je peux demander à mes partisans de descendre dans la rue pour faire des manifestations, pour exiger les élections du 29 novembre. Alors, il vient de dire quelque chose qui est important. Je peux demander à mes partisans de descendre dans la rue pour exiger que les élections aient lieu le 25 novembre. Ah! Donc, Gbagbo Laurent demande à ce que ses partisans sortent dans les rues. Ah! Donc, lui, il est à la base du trouble. Donc, quand je l'appelle l'homme du trouble, il ne faudrait pas que les gens soient étonnés. C'est lui qui le dit. Il dit, je peux demander à mes partisans de sortir dans les rues. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent, inconsciemment, il a toujours demandé à ses partisans de sortir dans les rues. Donc, quand le FPI sortait dans les rues, c'est parce que Gbagbo leur demandait de sortir. Quand le PPACI sort actuellement, parce que Gbagbo leur demande de sortir. Il dit, je peux demander à mes partisans de sortir dans les rues. Ah! Donc, pour régler un problème chez Gbagbo, quand ça ne va pas, quand il n'est pas content, il demande à ses partisans de sortir alors. Alors, on remet cette partie, c'est vraiment très important. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Nous nous connaissons tous. Évidemment. Et il faut qu'on se respecte. Parce que moi, j'ai envie que les élections aient lieu le plus tôt possible. Je peux demander à mes partisans de descendre dans la rue pour faire des manifestations, pour exiger les élections du 29 novembre. Mais je fais les manifestations contre qui? Si je veux faire des manifestations contre la commission électorale indépendante, c'est serré. Parce qu'aujourd'hui, où on est sorti la crise, il faut au contraire que chacun aide la commission électorale indépendante pour aller le plus vite possible. Il faut que chacun aide la commission des élections indépendantes à aller un peu plus vite que possible. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on leur colle la paix, qu'on ne les dérange pas, qu'on les laisse faire leur travail. Parce qu'ils font un bon boulot. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a entendu de Gbagbo ces 2 derniers temps-là? On va revenir avec Alain Foucault, où il dit là-bas que la commission indépendante n'est pas indépendante. Qu'elle copine avec le RHDP, elle travaille avec le RHDP, elle favorise le RHDP. Alors que lui-même nous a dit ici, pendant les élections de 2010, qui il est pour faire sortir ses partisans dans les rues quand la commission indépendante dit que les résultats provisoires ont été donnés. Là, il reconnaissait que cette commission était indépendante. Donc, c'est de façon sélective chez Gbagbo Laurent. Parce que là, il était le président de la République et il partait encore aux élections. Il pensait qu'il allait gagner les élections. Donc là, il était d'accord avec la commission indépendante. Il était même d'accord qu'elle est indépendante. Alors donc, si on veut bien comprendre Gbagbo Laurent, la CEI a travaillé pour toi. Elle a marché sous tes ordres. Vu que tu trouves que la CEI marche sous les ordres du président Ouattara. Donc la CEI a marché sous tes ordres alors. Finalement, ce que tu nous reproches, c'est ce que toi-même tu as dû faire. On continue d'écouter. Parce que moi, j'ai envie que les élections aient lieu le plus tôt possible. Je peux demander à mes partisans de descendre dans la rue pour faire des manifestations, pour exiger les élections du 29 novembre. Mais je fais les manifestations contre qui? Si je veux faire des manifestations contre la commission électorale indépendante, c'est contre-productif. Parce qu'aujourd'hui, où on est sorti la crise, il faut au contraire que chacun aide la commission électorale indépendante. Pour aller le plus vite possible. Écoute bien. Je donne toujours la comparaison de quelqu'un qui va à Gagnois. Dans ta comparaison. Normalement, à 5 km à l'heure, il a dépassé Bibou, il a dépassé Lakoda, il a dépassé Grouguia, et il est au carrefour de Guénir. C'est-à-dire là où il y a la frontière entre le département de la Côte et le département de Gagnois, là où la commune commence à nous déterminer. Et puis quelqu'un qui est derrière lui, mais populaire, pourquoi voulez-vous qu'il s'expose inutilement à un accident au moment où il est déjà arrivé? Je voudrais dire à tous les Ivoiriens, à tous les candidats, que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et que notre pays, c'est nous qui l'avons mis en difficulté.
Non, c'est toi qui l'as mis en difficulté par contre. Le sortir de cette difficulté. Et que nous l'avons sorti de la difficulté par l'accord politique de l'organisme. Et que maintenant, ce sont les modalités pratiques pour aller aux élections qui restent à faire. Quand la CEI dit j'ai reçu les listes électorales provisoires, je suis en train de l'afficher, vous pouvez l'appeler de ceci, là, quelle manipulation tu vas le faire? Comment? Il dit quand la CEI dit j'ai reçu les listes électorales provisoires et que je dois aller les afficher. Là, c'est quelle manifestation toi tu viens aller faire. Mais tu as fait des manifestations ici, hein, contre la même CEI qui est la commission électorale indépendante que toi-même tu as dit. Et que tu reconnais cette année, tu dis qu'elle n'est pas indépendante. Tu as répété indépendante tout le temps. Mais c'est que c'est contre-productif alors. Vu que toi-même tu l'avais dit et tu es en train de le faire, c'est que c'est contre-productif. Alors, on va retourner dans ce qu'il disait ici, qui m'a poussé à... Voilà. Alors, vous allez... Et puis après, Donc, vous étiez le seul. Avec quelques-uns qui étaient à la haie. Merci pour cette question, parce que elle me tracasse. Je ne sais pas comment prendre le problème. Quelquefois, j'ai envie d'appeler le procureur de la CPI, et puis quelquefois, j'ai dit non. C'est-à-dire que... Très concrètement, vous avez le sentiment que c'était juste pour vous. C'est-à-dire, si on veut chercher l'auteur ou les auteurs des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore au courant des résultats de l'investigation. Parce que je suppose et j'espère qu'ils ont fait des investigations sur tout. Ils n'ont pas encore jugé ce qu'ils soupçonnent. Donc, on ne sait pas les résultats des jugements à la Cour, à la CPI, ou bien même devant d'autres tribunaux. On ne sait pas encore. Pour faire court, vous avez le sentiment que ce bureau était spécialement fait pour Laurent Gbagbo. Mais, si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé, donc, tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. Gbagbo nous a dit ceci. Maintenant, on va écouter rapidement un témoignage. On écoute rapidement un témoignage. Oh, YouTube, excusez-moi pour le bruit. On va écouter rapidement ce témoignage. Les murs de la cité rouge d'Abidjan témoignent de l'âpreté des combats. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mia Augustin. Aujourd'hui, ces jeunes affirment l'avoir échappé belle. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, les miliciens ont déserté. Tous ceux qui répondaient au nom des ordres de Mia Augustin, tous ceux qui étaient des hommes en armes, qui étaient là sous la coupole de Mia Augustin, il n'y a présentement personne. Car la peur a changé de camp. Dans les rues d'Abidjan circule la rumeur d'une traque meurtrière contre les miliciens de la FESI. L'un d'entre eux, un haut responsable, a accepté de témoigner. Le rendez-vous a été fixé dans une maison à l'extérieur d'Abidjan. Impossible de le situer ni de voir son visage. Il nous demande de lui garantir l'anonymat. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez pour votre vie? Oui, donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir maintenant. Je veux que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous c'est 6. Je ne parle pas trop, mais je fais 6. Et on a commis une faute, de faute grave. Quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute? Dans la fête, on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus de en bas, là, dans le bas-fond, puis vous devez bien fouiller, d'aller trouver les os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants.
Qui vous avait tué? Les étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué, et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous, FECIS. Vous savez, demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FECI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FECI, parce que la FECI tue, la FECI frappe, la FECI vole, sans être inquiété. On faisait tout. On faisait tout, on mettait la loi partout. Hein? Je vais vous donner le statut, et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. La charte de Gbagbo. Je vous ai fait écouter en 1990 Dakouri, l'instituteur de Makori, dans ses documents. Et en 1990, le président Ouattara n'était pas au pouvoir, c'est Houphouët-Boigny qui était au pouvoir. Donc, les investigations qui ont été faites par les hommes d'Houphouët-Boigny. Ce n'est pas le président Ouattara. D'accord? Parce que on mélange tout ici, on met tout ensemble sur le président Ouattara. En 1990, il n'était pas président de la République de Côte d'Ivoire. C'est Houphouët-Boigny qui était président de la République de Côte d'Ivoire. Et celui qui avait été arrêté, il avait un bout de papier où c'est écrit là-bas. Il faudrait tout, qu'on fasse tout pour libérer ce pays, même dans le sang. Alors, on retrouve ce même bout de papier dans les années 2000. Et ce dernier-là était secrétaire exécutif du FPI de Laurent Gbagbo. Il était instituteur à Makori. Et celui-là, c'est un étudiant. Ça, c'est l'événement de 2000. On retrouve les mêmes choses. On reprend. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FECI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Akans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, en parenthèse Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FECI. Officiel. La FECI. Donc nous demandons pardon pour que tous les Ivoiriens, nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé. Alors, on va écouter rapidement celui de 1990 vers la fin, rapidement. Vous allez voir le bout de papier qu'il avait, ce que ça dit là-bas. Voilà. Et on va faire le rapprochement. Voilà. Parce que, comme vous trouvez que les gens font des montages, en 90, le président Ouattara n'était pas président de la République de Côte d'Ivoire, mais c'était Houphouët qui était président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, si je comprends bien, on fait le complot que sur vous. Voilà. Voici le gars de 90. Mais nous perdons les élections, c'est parce qu'il y a eu tricherie. Donc, on invente la menace du complot pour préparer les gens à la révolte. Et cela est la technique générale de tous les fronts. Le complot, le mot phare de l'opposition ivoirienne. Ils sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps. On la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Makori. L'occupant, M. Bayo Dakouri Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikoji S2. Il répond. Je suis membre du FPI. Je suis secrétaire à l'organisation. Secrétaire à l'organisation. Il s'est trouvé dans vos chambres. Oui, dans la chambre des filles. Mais lui n'a été arraché. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher, on était au salon. Là, j'ai vu. Vous connaissez les conséquences juridiques oui. de cet acte-là? Oui. Vous l'avez mesuré? Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? À des condamnations. Un important document découvert sur l'œuvre traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte une autre étiquette. Elle devient, au Front populaire, la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang. Diabolique, n'est-ce pas? De cette manière... Tous les changements sont possibles en condition de le faire dans le sang. Et celui qu'on vient d'écouter tout à l'heure, qui est en train de nous dire ceci, l'heure est venue. Nous devons aller à la réconciliation. Donc
Donc nous demandons pardon pour que... Document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Dakans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, en parenthèse Mossi. Appel à tuer, c'est un document officiel de... Ça fait 2 bouts de papier. En 1990, on a découvert l'autre qu'on vient d'écouter, et dans les années 2000, celui-ci nous lit ceci. Alors, on va continuer à aller écouter ce que Babo nous a dit ici. On continue, hein? Bonjour, bonjour. On va aller on est dans les de l'église de Jésus-Christ du Saint-Denis. Et YouTube. Le ressemble, j'espère pas. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. Alors, les gens disent Alassane. Non, non, non. Laissez Alassane. Et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat, absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Donc vous vous opposeriez s'il venait à être candidat? Actualité dans laquelle vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. Oui. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi. Oui, Robert. Voilà. Qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Cette anecdote, elle est vraie? Oh, ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Mais ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours, que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais Babo Laurent, tu n'as jamais rien gagné de toute ta vie. Bah, le seul... non mais ça, c'est quelque chose quand même qui... Ça dit que ça amène à réfléchir. En 90, face à Oufoué Boigny, on savait tous, avec tout ce qu'il y avait, tu ne pouvais pas gagner Oufoué. Tu dis que tu as gagné les élections. Tu as fait sortir la FESI dans les rues. Face à Guy Robert, tu dis que tu as gagné les élections. Tu as dit à tes militants et tes partisans que le pouvoir se trouvait dans la rue. Ils n'ont qu'à aller chercher le pouvoir. Toujours dans l'insurrection. En 2010, tu dis encore que tu as gagné les élections. Enfin, 3 acteurs différents. 3 époques différentes. Babo Laurent gagne les élections. Ce sont les autres qui ont toujours tort. Ils ont toujours truqué face à lui. Mais il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Babo Laurent nous dit qu'il a gagné les élections. Pourtant, en 2010, là, il a fait supprimer 9 régions. 9 régions qui ont voté pour le RDR. Il a fait supprimer ça. Pour le RHDP, il a fait supprimer. Ça veut dire que le suffrage que nous avons eu aux élections, en le gagnant, c'est qu'en 4,10%. S'il n'avait pas supprimé les 9 là, on allait aller plus que ça. On allait être dans les 60 et quelques pourcents. Et il dit qu'il a gagné les élections. Tu annules 9 régions, et puis tu t'assois, et puis tu dis que tu as gagné les élections. Malgré ça, il n'a pas gagné les élections. Ça veut dire que si les 9 régions là, les votes avaient été ajoutés, nous, on allait dépasser les 54,10% qu'on a eu dans les urnes. On allait aller plus loin que ça, et mieux. Pourquoi a-t-il empêché que les résultats soient donnés? Puisqu'on a vu un Damana Picasse, que lui est venu déchirer les résultats. Alors, eux, ils disent qu'ils respectent la loi. Ils respectent tellement la loi que eux, ils viennent arracher un résultat qui doit être donné et la déchirer. Ils sont tellement démocrates que eux, ils s'en foutent de ce que nos institutions décident. On continue d'écouter. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara.
Écoutons bien. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas hein, à la présidente de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidente de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui nous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent. Oui. Bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Alors là, il y a un véritable problème, par exemple. C'est-à-dire que celui qui dit que nous, on nourrit la France, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire donne tout à la France. Bah, si la Côte d'Ivoire donne tout à la France, pourquoi la France va l'appeler lui pour lui proposer de l'argent? Vu que lui-même a pris nos 2 milliards pour aller donner à Chirac, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une incohérence? Et on va aller plus loin dans le truc. C'est que Gbagbo Laurent nous a bel et bien dit qu'il était informé de l'arrivée des rebelles. Il dit que Blaise Compaoré l'avait appelé et qu'il avait informé qu'il y a des jeunes gens qui sont chez moi, qui se préparent, je pense qu'ils vont faire un événement. Gbagbo Laurent dit que c'est lui qui a informé la France. Il dit c'est moi qui ai informé la France que les petits caporaux de Guy Robert là sont au Burkina, ils sont en train de rentrer. Mais ça n'a pas dérangé Gbagbo Laurent pourtant, puisqu'il va prendre son vol directement l'Italie. Il était en Italie, dans une suite royale en Italie, positionné là-bas avec le même Robert Bourgi qui était à ses côtés là-bas. Et il était en Italie quand il a pris. Dites-moi, c'est quel chef d'État, quel président de la République? On va t'appeler pour te dire, il y a des personnes qui sont en train de se préparer ici, qui vont aller t'attaquer ton pouvoir. Même si c'est un canular, tu vas mettre les dispositions en place pour ne pas que ça arrive. On est bien d'accord, même si c'est un canular. Mais Gbagbo Laurent, lui, prend l'initiative d'informer la France. C'est lui qui informe la France qu'il y a des gens qui sont en train de venir, puisqu'il le dit lui-même. Mais malgré toutes ces informations-là, le temps qu'il informe la France, le temps qu'il cause tranquillement avec d'autres personnes, ça ne dérange pas Gbagbo. Il ne prend aucune disposition. Mais il prend par contre son vol pour l'Italie. Il est en Italie quand l'événement a lieu. Et il reste en Italie, c'est quelques jours plus tard qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Donc, ça explique tout. Donc, ma question, à qui a profité véritablement la rébellion? Parce que dans cette rébellion, il y a eu l'attaque de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest qui a été virée et vidée. Mais les rebelles, là, quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais ils ne sont pas restés. Eux, ils sont allés à Bouaké. Eux, ils sont allés à Bouaké. Alors, les accusations dont vous parlez, le Djali de Guy Robert, avec certaines actions qui ont été posées, celui de Boka Doudou et autres, ils n'étaient pas à Abidjan. Ils étaient assiégés à Bouaké, tout le monde le sait. C'est Gbagbo qui contrôlait Abidjan. Mais comment se fait-il que ceux qui étaient au niveau d'Abidjan, là, quand les autres sont partis dans l'autre coin, là, on apprend qu'ils ont déjà. Mais il y a un véritable problème. Donc, à qui a réellement profité la rébellion? Je vous rappelle ici que la femme de Boka Doudou, c'était un ami proche à Gbagbo Laurent, de lutte. La femme de Boka Doudou, après le décès de son mari, elle va prendre tous ses enfants et elle va venir s'installer en Suisse. Durant tout le mandat de Gbagbo Laurent, la femme de Boka Doudou est en Suisse. Elle n'est pas rentrée au pays. Mais elle est rentrée au pays que quand le président Ouattara a fini son investiture, quand il a été élu, après l'investiture du président Ouattara, la femme de Boka Doudou prend sa famille et elle rentre en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous expliquer ça? Qu'est-ce qui l'effrayait tant? Qui faisait que son mari, qui était le meilleur ami de Gbagbo, la logique aurait voulu qu'elle soit en sécurité quand Gbagbo est au pouvoir, qu'elle soit sans crainte. Mais on aurait dit qu'elle fuyait quelque chose. Elle allait s'installer en Suisse, mais elle est rentrée en Côte d'Ivoire que quand le président Ouattara a pris possession, après son investiture, au palais présidentiel. C'est en ce moment que la femme de Boka Doudou rentre et jusqu'actuellement, elle y est. Alors, vous pouvez nous expliquer la rébellion, oh oui, elle a-t-il profité à qui, véritablement? Parce que c'est dans cette rébellion que Boka Doudou a déjà. Est-ce parce que c'est vous qui l'avez déjà et vous l'avez mis ça sous le compte des rebelles? Parce que l'histoire que vous nous avez expliquée, que Lida Kwasi Moïse expliquait partout, il disait que lui, il était caché chez lui. Que les rebelles sont arrivés chez lui, ils ont trouvé sa femme et son enfant.
d'un certain âge. Je crois qu'il devait avoir 7 ans ou 8 ans. Et donc, quand ils sont arrivés, ils ont fouillé toutes les pièces. Ils n'ont pas vu Lida Kwasi Moïse. Et Lida Kwasi Moïse dit qu'il était caché sous le bureau. Dans son bureau. La table, sous le bureau. Ils ont pris sa femme, ils l'ont effrayée. Elle dit qu'elle ne sait pas où il est. Et qu'ils ont effrayé les petits garçons. Et que le petit garçon leur dit, ce que maman a dit là, c'est ça. On ne sait pas où papa est. Excusez-moi, un enfant qui a presque 7 ans ou 8 ans. Il va voir les hommes avec les zagazagas en plusieurs. Et qu'il dit qu'ils ont malmené sa femme. L'enfant va voir qu'on malmène sa maman. Ils vont poser des questions à l'enfant et l'enfant ne va pas trembler. Pour son âge, il ne va pas avoir peur. Il va avoir le courage de dire carrément que ce que maman a dit là, c'est vrai, on ne sait pas où papa est. Il y a un problème. Un sérieux problème à cela. Un sérieux problème. Et comme par hasard, ils nous disent vers la fin, il y avait un neveu de Lida Kwasi Moïse qui était en haut dans l'une des chambres. C'est lui qui va aller rendre témoignage de ce qui s'est passé chez Lida Kwasi. Que Lida Kwasi avait disparu, genre il avait 10 bilans, il avait disparu de la maison. Mais est-ce que les hommes armés qui viennent pour une mission, quand ils arrivent à un domicile, est-ce qu'ils vont fouiller que une certaine partie de la maison et puis ils ne vont pas fouiller le reste? Ou le neveu de Lida Kwasi Moïse était caché là-haut. Et ils n'ont pas fouillé là-bas. Et ils disent qu'ils sont restés là jusqu'au petit matin. Vous trouvez ça comment? Où étaient les gardes du corps de Lida Kwasi? Parce qu'il était ministre de la Défense. Où étaient ces gardes du corps? Le domicile d'un ministre de la Défense, ce n'est pas moins que 10 personnes. Hein. Ils sont plus. Où étaient ces gardes du corps proches? Où étaient ceux qui surveillaient la maison? Ils étaient où? Pour que les rebelles restent là. C'est-à-dire que les rebelles sont venus, ils sont restés. Et puis ils disent qu'ils sont venus dans l'après-midi. Ils sont restés là jusqu'au lendemain matin. Ils n'ont pas vu Lida Kwasi et puis ils sont partis. Mais par contre, ils n'ont pas vu le neveu qui était caché dans l'une des chambres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fouillé la chambre. Quand ils sont partis là, c'est le neveu là qui a fui. Et le neveu est parti chez Boka Doudou. Il partait se cacher chez Boka Doudou. Et arrivé là-bas, le même neveu là, il a trouvé que les mêmes rebelles là sont passés, ils ont dit à Boka Doudou. Le neveu là, il est partout. Un neveu imaginaire. Il était où le neveu? Pourquoi il n'est pas parti à Laye, le neveu de Lida Kwasi Moïse? Il fallait qu'il se rende à Laye et qu'il rende le témoignage de tout ce que vous avez. Ça veut dire que vous nous avez falsifié des choses et puis vous avez raconté ça aux Ivoiriens. Mais quand on écoute vos histoires, mais on comprend qu'il y a un tas de mensonges. Il a quitté chez Lida Kwasi, il est parti comme par hasard chez Boka Doudou là-bas. Et puis il a vu la scène de chez Boka Doudou, lui confirme que ce sont des rebelles. Donc les rebelles là, ils sont venus vers les 13 heures. Ces gens qui sont venus faire ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi là. Où tous les gens de Gbagbo étaient dans les rues, ils sont restés chez Lida là-bas. Et Lida qui est ministre, c'est Boka Doudou qui était ministre de l'Intérieur. Lida Kwasi était ministre de la Défense. Boka Doudou était ministre de l'Intérieur. Et Lida Kwasi, qui est ministre de la Défense, là, lui, face à une crise où les rebelles sont là, c'est le ministre de la Défense directement que Gbagbo va appeler. Normalement, c'est ce que la logique voudrait. C'est le ministre de la Défense qui doit être appelé. Parce que lui, il doit mettre à disposition un plan pour aller dérouter ceux qui viennent de rentrer dans le pays. Mais au lieu de ça, comme par hasard, Gbagbo ne l'a pas appelé. Lui, son téléphone n'a pas sonné. Mais quand vous expliquez les choses comme ça aux Ivoiriens, vous pensez que nous, on n'a pas de cerveau? On va aller, on continue d'écouter Gbagbo. On va aller dans les VAR. Nous, on va faire le rappel de l'histoire. Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez accroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un qui, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, Nicolas Sarkozy n'a pas désigné un chef d'État. Expliquez les choses textuellement, comment elles se sont passées. Le peuple est rentré dans les urnes. Le peuple a voté. Oui. D'ailleurs, on va écouter ton ami actuel, qui est dans le même front commun que toi. Hein? Tidiam Thiam, c'est qui l'a dit. On va écouter Thiam ici. Ah, la fille du Parado, qui es-tu?
Allez, on y va. La fille du type Guépa, hein? Nous, on a les VAR. Alors, on va venir écouter ton ami actuel qui s'appelle Tidiane Tian, qui avait dit ceci. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Les gens qui disent pas la vérité, il faut les prendre. Voilà. Il est où celui-là même? Le brouteur du PDCI est où là? Le brouteur du PDCI. Tu es où? On va vous rappeler beaucoup de choses. Si vous avez une mémoire sélective, ne vous inquiétez pas, on va vous aider à retrouver la mémoire. Comme il se doit. Eh oui. Ils viennent parler de la Côte d'Ivoire comme si ils sont les seuls Ivoiriens qui vivent dans la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Le brouteur du PDCI a dit ceci. Oh, le brouteur du PDCI, tu es où là? Oh, attends. Attendez. Ton ami, le brouteur du PDCI, nous avait dit ceci, qui est très important. Il dit que Gbagbo Laurent a perdu les élections, les Ivoiriens ont voté pour la paix. Voilà. On a ça, j'ai ça ici. On va écouter ton ami, ton nouveau porte du Front commun. Ah, il était à City à Londres quand il disait ça, dans une interview à une radio. Voilà. On va aller étape par étape avec vous. Attendez. Doucement. Je vais trop vite donc. Ado Baranatouni. Ado Demuso Baranatouni. La fille du Prado va courir avec vous. Attendez, vous allez voir. Vous pensez que vous voulez mélanger pays là? Nous, on va aider les Ivoiriens à ouvrir les yeux et les oreilles. Aucune manipulation ne va passer ici. Aucune manipulation ne passera. Voilà. Les bandes de pas flotteurs. Oh, le brouteur du PDCI, tu te caches où même? À tous les coups, tu seras écouté, hein, t'inquiète pas. Voilou, 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 voilou. Ado Baranatouni. Watarati yu ya dwa ude Baranatouni. Bang, 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 bang. Ado Baranatouni. Bang, bang, bang. Watarati yu ya dwa ude Baranatouni. Bang, 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 bang. C'est Farah Moussonu. Waye wuri kalo kwa ya do vote. Bang, 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 bang. Abidjan Moussonu. Waye wuri kawa kalo ka do vote. Bang, 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 bang. Attendez, attendez, attendez. Il y a le loup dans la bergerie. Attendez. Attendez, hein. Voilà. J'ai trouvé ton ami, le brouteur du PDC. Ado Baranatouni. Wataratigu ya dwa ude Baranatouni. Bang, 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 bang. C'est Farah Moussonu. Waye wuri kalonga ye ado vote. Bang, 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 bang. Abidjan Moussonu. Waye wuri kalonga ye ado vote. Bang, 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 bang. Même à comment do fanye. Ngado mi mangwaye ya fama. Bang, 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 bang. Suni su etamana. Ngado mi mangwaye ya fama. Bang, 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 bang. Ado là, il marche avec ses sougous. Ces sougous là, ce sont les grands présidents du monde entier. Nous, on ne peut pas marcher avec les brouteurs, les pafloteurs, hein, les bipolaires, les semeurs de troupes. Nous, on ne marche pas avec ceux-là. On écoute ton ami, le brouteur du PDCI, c'est qu'il a dit. Bang, 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 bang. Laurent Gbagbo, plus tard. Et vraiment, c'est pas à moi de vous prononcer sur cette question. Je pense qu'on est à une heure difficile. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une situation dans mon pays qui est sans précédent. Je ne m'exprime que parce que l'heure est grave. Je pense qu'il ne faut pas jeter l'huile sur le feu. Ce qu'il faut, c'est que les combats s'arrêtent, que la paix revienne et que les Ivoiriens se retrouvent. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Je pense que M. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a tenu un discours de division et d'agression. Et je pense que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Ce qu'ils ont exprimé lors de l'élection, c'est leur lassitude vis-à-vis d'un certain type de leadership et leur désir. Bang, 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 bang. Ton ami actuel de votre Front commun dit: je pense que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Et je pense que les Ivoiriens ont voté pour la paix. Effectivement, les Ivoiriens ont voté pour la paix. La paix, c'est le docteur Ouattara. Ah oui, oui, oui. Mais c'est le même là qui est là. Hein. Le même homme de paix là. Que le brouteur du PDCI dit que les Ivoiriens ont voté pour lui là. C'est lui qui est là, il s'appelle Ado. Il n'a pas changé, et c'est Ado a changé.
C'est le même Brado qui est là. Haï. Le brutal du PDCI dit, je pense que les Ivoiriens ont voté pour la paix. Je pense que Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections. Il a tenu les discours de guerriers, les discours de division. Attends, on remet. Le brutal du PDCI, il faut parler, on t'écoute. Laurent Gbagbo plus tard. Ah. Mais vraiment, c'est pas à moi de me prononcer sur cette question. Je pense qu'on est à une heure difficile. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une situation dans mon pays qui est sans précédent. Je ne m'exprime que parce que l'heure est grave. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter l'huile sur le feu. Ce qu'il faut, c'est que les combats s'arrêtent, que la paix revienne et que les Ivoiriens se retrouvent. Je pense que les Ivoiriens ont voté en fait pour la paix. Je pense que M. Gbagbo a perdu les élections parce qu'il a tenu un discours de division. Je pense que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Ce qu'ils ont exprimé lors de l'élection, c'est leur lassitude vis-à-vis d'un certain type de leadership et leur désir de revenir à ce qu'avait fait de la Côte d'Ivoire une nation paisible et admirée et respectée, qui était un havre de paix. Tidjane Thiam, on ne vous entend pas beaucoup, depuis que vous êtes à la City à Londres, vous êtes très discret. Pourquoi vous sortez de votre réserve aujourd'hui? Ça fait 10 ans que je suis silencieux, je suis très attaché à mon pays. Une des raisons pour lesquelles je suis sorti de la politique, c'est que je sentais bien qu'on avait affaire à, si vous voulez, un certain nombre de personnes qui pensaient que la violence était une arme légitime en politique, ce que je ne partage pas profondément. Ah, mais c'est de toi il parlait, hein, ton nouveau camarade là. Gbagbo Google. Ton nouveau camarade, le brouteur du PDC, c'est de toi il parlait. Il dit qu'il ne s'intéressait pas à la politique parce qu'il y a des gens qui ont cru que la politique doit être restreinte à la violence. Il dit que tu as perdu les élections. C'est Ado qui a gagné les élections. Et que les Ivoiriens ont voté pour la paix. Donc ce que tu es en train de nous dire au micro d'Alain Foucault, il faut arrêter. Il était à City à Londres quand il a été interviewé. Voilà, ce n'est pas une interview de maintenant. Je vous dis qu'on a les VAR ici. Nous, on ne parle pas trop, mais on va maintenant jouer les VAR. Alors, on continue d'écouter Babson. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et vous le vitrifiez. Est-ce que, très sincèrement... Donc, quand il dit que Nicolas Sarkozy a installé le président Ouattara, le président Ouattara n'a pas été installé, il a été élu. Une installation, c'est comme prendre quelqu'un pour le dépôt. Le président Ouattara a été élu par le peuple. Thiam, il était à City à Londres, depuis il a dit les Ivoiriens ont voté pour la paix. Que Gbagbo a perdu les élections. Hein? Gbagbo a perdu les élections, Thiam était à City quand il a dit ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit. C'est un nouveau compagnon de Front commun, le brouteur du PDCI. Lui qui vit jeton des gens sur les comptes là. C'est lui qui a dit ça quand il était à City à Londres. Ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre ici qui l'a dit. C'est ton meilleur ami à l'heure là. C'est lui qui a dit ça. Et ce que tu oublies de dire aux Ivoiriens, il faut dire aux Ivoiriens qu'il y avait un accord de Pretoria. Et dans l'accord de Pretoria, il était convenu là-bas que quand vous dites que oui, il faudrait que le président Ouattara mette le nom de Gbagbo Laurent parce que Gbagbo Laurent a accepté de mettre le nom du président Ouattara. Non. Gbagbo Laurent n'a pas accepté de mettre le nom du président Ouattara. D'ailleurs, il a créé un article 35 pour empêcher le président Ouattara d'être sur la liste électorale. Souvenez-vous, c'est selon l'accord de Pretoria pour qu'on parte à la paix. C'est selon cet accord-là que c'était convenu qu'il fallait qu'il laisse tous les candidats, les opposants qui veulent candidater, poser les candidatures. Ils ont dit tous les opposants. Le président Ouattara a été le candidat du RADP parce que on a eu l'UDPCI et on a eu le MFA, on a eu le PDCI qui ont fait une coalition avec le RDR pour qu'on soit RHDP. Et ils ont tous jugé bon que le candidat approprié pour battre Gbagbo, ce serait le président Ouattara. Voilà comment le président Ouattara est le candidat. Sinon, s'ils n'étaient pas en alliance avec le président Ouattara, le RDR, ils allaient tous être candidats. Le PDCI allait être candidat et les autres aussi allaient poser les candidatures. Selon l'accord de Pretoria, il était convenu que tous ceux qui avaient été empêchés de voir les noms sur la liste électorale aux élections précédentes de 2000 doivent avoir les noms sur la liste pour que la paix revienne totalement dans le pays. Et c'est selon cet accord signé là que le président Ouattara figure sur la liste électorale. Comme je viens de vous dire, les autres partis qui sont allés en coalition avec lui l'ont désigné et il figure sur la liste électorale. Et dans ce même accord de Pretoria, ce que Gbagbo ne vous dit pas, il était convenu là-bas que celui qui allait gagner les élections, qu'il accepte sa défaite et qu'il parte. Et que si la personne qui perd les élections n'accepte pas sa défaite et qu'il ne part pas, et qu'il veut créer une insurrection, l'armée française devait réagir. L'armée française était engagée comme une protection. Quand on parle de l'armée française, on parle du président de la République de la France. Donc le président Nicolas Sarkozy, qui était le président de la France. Si c'était Emmanuel Macron qui était là, ça allait être la même démarche avec l'accord de Pretoria. Quand vous citez les choses, rappelez l'accord de Pretoria aux gens à qui vous mentez. Qu'est-ce qui était convenu dans l'accord de Pretoria?
tous les candidats qui avaient vu les candidatures rejetées dans les années 2000, parce que Gbagbo était allé s'allier avec Gueye pour rejeter toutes les candidatures. Oui, il a créé encore une loi, un article 35 pour empêcher que le président Ouattara soit sur la liste électorale. Il fallait que tous ces acteurs politiques-là figurent sur la liste électorale. Mais le problème, c'est que le MFA d'Anaki Kobena et le IDC CI, plutôt le UDPCI, voilà, le IDPCI et le PDCI étaient en alliance avec le RDR. Donc, ils ont formé le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes. Le sens typique même du Rassemblement des Oufouettistes, c'est que tous les enfants du pays doivent travailler ensemble pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire en marche. Donc, ils ont désigné le président Ouattara, le plus intellectuel. Le plus intellectuel, le plus sage, celui qui a le verbe et le carnet d'adresse, c'est celui-là qu'ils ont désigné. Donc, c'est comme ça que le président Ouattara est sur la... Nicolas Sarkozy appelle Gbagbo Laurent pour lui faire le rappel de l'accord de Pretoria. Nicolas Sarkozy l'appelle, il lui fait le rappel de l'accord de Pretoria pour lui dire, Gbagbo, à l'accord de Pretoria, tu as signé quelque chose. Tu as perdu les élections, il faut faire une passation de pouvoir au gagnant qui est le président Ouattara. Gbagbo dit, même à l'époque, à cette époque-là, Barack Obama, qui était président des États-Unis, a appelé Gbagbo Laurent. Il y a des gens qui disent que Gbagbo Laurent l'a raccroché au nez. Et tous ont fait l'accord, le rappel de Pretoria. Même l'Union africaine, la CEDEAO a fait la même démarche. Thabo Mbeki s'est déplacé. On a Kofi Annan, père à son âme, qui s'est déplacé. Il y a eu tous ces défilés-là. Gbagbo Laurent dit non, lui, laisse pas le pouvoir. Donc, vu que dans l'accord, si tu perds, tu es censé partir et que tu ne pars pas, eh bien, selon l'accord, ce qui doit être fait, va être fait. Et ceux qui ont délogé Gbagbo Laurent, ce n'est pas la France. Ce sont nos militaires. Ce sont nos revendicateurs de prise de conscience, qu'eux, ils appellent rebelles. Ce sont eux qui sont allés les déloger. Ce que la France, elle a fait, elle a bousillé les poudrières que Gbagbo avait. Parce qu'il faut savoir que Gbagbo, l'argent de la Côte d'Ivoire, il l'a investi plus dans l'armement que autre chose. Tellement qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. D'ailleurs, il voulait aller raser Bouaké. Dites aux gens que Gbagbo voulait raser Bouaké. Il avait lancé l'assaut pour raser Bouaké. Et il y a au moins combien de soldats français qui ont perdu la vie parce qu'ils ont empêché que Bouaké soit rasé. Gbagbo a demandé à la population de Bouaké de sortir, de laisser les rebelles là-bas, il allait raser Bouaké. Et la population a refusé de sortir. Donc il a jugé que la population est en accord avec les rebelles, donc il va raser Bouaké. Son avion qu'il a appelé Kakamoule. Pourquoi vous ne parlez pas de ça aux Ivoiriens? Des actes que Gbagbo a posés. On n'est pas allé, Nicolas Sarkozy n'a jamais déposé le président Ouattara au pouvoir. Le président Ouattara a été élu. Et tu dis non, le président Ouattara a mis à Sarkozy. Mais le président Ouattara connaît tous les grands de ce monde. Ce n'est pas un grillé de Bofloto. Le président Ouattara n'a pas fait les 11 barrés comme toi tu l'as fait. Il n'est pas sorti d'une famille de pauvrelots. Et lui, il n'a pas acheté des diplômes. Il a fait des études. Il n'est pas allé vers l'école, mais il a fait des études. Il est allé à l'école. Il a été le numéro 2 au FMI. Il était aux programmations où il donne son aval pour qu'on puisse donner le crédit à n'importe quel pays. C'est lui qui devait dire, si tel pays est solvable, quand il vient de demander crédit au FMI, c'est le président Ouattara qui disait, si ce pays est solvable, et on donnait le prêt. Donc il était appelé à collaborer avec toutes les grandes puissances dans ce monde. Donc s'il connaît Nicolas Sarkozy, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Il a connu les gens plus puissants que Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas nouveau. Gbagbo Google. Si toi, tu es un gars de 11 barrés, que tu manges foutu sauce graine dans les rues pendant que tu as un meeting, le président Ouattara lui ne mange pas dans les rues. Tu as déjà vu le président Ouattara manger sauce arachide avec da et to dans les rues, ou manger babougouna dans les rues? Non. Toi, tu es en plein meeting, on te voit, tu es en train de manger sauce graine, même si on dit que tu es simple. Tu es quand même un président de la République, en train de manger sauce graine avec foutu banane. On te voit vis-à-vis en train de boire ça. Mais c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il a chanté la chanson là. Souni sou les taramana, ngado mi mangwaye ya fama. Sougou, on dit sougou les taramana. Donc Agbo, il marche avec les gens de sa trempe. Sa trempe intellectuelle, de connaissances. Il ne peut pas marcher avec les acheteurs de diplômes. Sur Alibaba, sur chaîne, les acheteurs de diplômes sur Internet. Les plus gros acheteurs de diplômes, ça a été le pouvoir de Gbagbo Laurent. Eux tous ont des diplômes achetés. Il n'y a pas un qui a fait des études, qui a fini et qui a eu des diplômes. Au bec à diplôme ça.
On continue d'écouter ça. Pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Il précise, hein? Alors, je sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Il ne sait même pas faire le calcul. Ça veut dire que Alain Foka lui dit tu as donné 3 millions d'euros. Lui veut venir préciser. Mais c'est 2 milliards, ça fait 3 millions. Quand il pense que ce monsieur-là a été notre président, là, non, vraiment, ça me fait mal. Alain Foka dit 3 millions. Il veut justifier. Mais 2 milliards, ça fait 3 millions. On retourne. Les gens me demandent souvent comment je fais pour rester connecté lors de mes voyages. Eh bien, j'utilise une eSIM. C'est plus facile que ça y paraît. Est-ce que vous avez déjà vu... Moi, d'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Et toi, ton ami, c'était Chirac. Le président Ouattara n'a pas pris 2 milliards pour donner à Nicolas Sarkozy, en tout cas. On continue. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas, hein. À la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent. Oui. Bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez accroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un qui, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et... Ton ami, le groupe du PDCI, on l'a écouté tout à l'heure, il dit que tu as perdu les élections. Que les Ivoiriens ont voté pour la paix. Donc, il faut te rappeler de ça dans votre amitié que vous faites 2 jours. Il dit que tu as perdu les élections de 2010, que les Ivoiriens ont voté le président Ouattara, ils ont voté pour la paix. Et ça, c'est la vérité. Vous vitrifiez. Est-ce que, très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac? Oui, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça paraisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei... Pour la vérité de la justice. Oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Mais je ne comprends pas. Ton livre là, les Ivoiriens ne font pas la lecture. Les Africains n'aiment pas lire. Donc quand tu as expliqué dans le livre que tu as donné notre 2 milliards à Chirac, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savaient pas. Donc quand tu viens nous dire que tu... Est-ce que vous trouvez normal qu'ils prennent nos 2 milliards? Ça veut dire que dans tous les problèmes qu'on voyait dans la Côte d'Ivoire, bitume même de Mama, village de sa maman, il n'y avait pas de bitume. Donc tu n'as même pas pu mettre bitume là-bas. Il n'y avait pas l'eau potable, pompe à eau. Il n'y avait pas de bitume dans certaines régions. Il n'y avait pas l'électricité dans tous les villages. Il n'y avait pas l'eau potable dans tous les villages. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Des universités, des écoles, des lycées, des centres de santé. Yopougon fièvre de Gbagbo même là. Il y avait inondation. Le CHU n'était pas rénové, n'était pas réhabilité en matériel. Mais tu as quand même pris nos 2 milliards pour aller donner à Jacques Chirac. Et toi, tu te fais appeler président de la République. On va reprendre un petit peu. Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée
avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, monsieur le Président. On va prendre ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. Attendez, dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, monsieur le Président, vous avez accroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. Il a raccroché au nez à Nicolas Sarkozy qui a fait le rappel de l'accord de Pretoria. Il a aussi raccroché au nez de l'époque à Barack Obama pour le rappel de l'accord de Pretoria. Lui-même, il reconnaît qu'il a raccroché au nez. Donc, ça veut dire qu'il nous montre l'exemple d'être indiscipliné. Donc, ne soyons pas étonnés quand on voit les gars qui sont indisciplinés sur les panels, qui sont à l'image de leur papa. Le papa raccroche au nez à ses homologues au président. Ce n'est même pas soigneux, mais il est fier de le dire. Et il a fait. Voilà. On doit le féliciter pour ça. On doit le féliciter pour ça. Donc les enfants de Gbagbo, quand ils sont indisciplinés, ne soyons pas étonnés. Ils n'ont pas pris ça ailleurs. Ils ont pris ça chez les papas. Il reconnaît qu'il a raccroché au nez à des chefs d'État. Il trouve ça normal. Voilà. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un qui, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on le vitrifier. Est-ce que, très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre pain, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec... Gagner de l'argent tous les mois avec les appartements des autres, c'est possible, grâce au concept de la conciergerie. François Mattei. C'est-à-dire que Gbagbo trouve normal qu'il ait pris nos 2 milliards comme ça pour donner à Jacques Chirac à titre gratuit. Et puis il est étonné de savoir que les Ivoiriens n'étaient pas informés parce que lui, il a cité ça dans un livre. Donc c'est-à-dire qu'en plus d'avoir pris l'argent des Ivoiriens pour donner à titre gratuit, les Ivoiriens devaient aller acheter son livre et faire la découverte dans le livre que lui, il a pris notre argent pour faire un don. Pendant que nous avons nos institutions qu'il fallait rénover, il fallait travailler, développer certains lieux qu'on avait besoin dans le pays, ça ne le dérange pas. Tout bonnement, il est assis, il est fier et heureux